Alors bonjour, aujourd'hui on va faire la correction d'un 11e examen régional normalisé de la matière des mathématiques, cette fois de la région de l'Aïoun, Saqiya al-Hamra, et toujours de la session de juin 2023. Et on commence par le premier exercice. Ça se présente comme tel, donc c'est un examen où on va mettre les réponses directement sur la feuille. Exercice 1, 2, il y en a combien en totalité? Il y en a 6 exercices comme d'habitude. Et on commence par l'exercice 1. Et on écrit exercice 1. Alors là, je vois que l'exercice 1, il commence par les statistiques. Donc 2 points, comme d'habitude. Et on a le tableau suivant, représente le nombre des enfants par famille dans une population de 20 familles. D'accord? Donc ça, c'est le nombre d'enfants. On a 0, donc 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et 4 enfants. Par famille, dans une population de 20 familles. Et là, c'est le nombre de familles. Donc ça, c'est l'effectif. On a des cases vides. Là, c'est 3 familles qui ont 2 enfants. Cases vides, 6 familles qui ont 4 enfants. D'accord. Et l'effectif cumulé. Donc, ils ont déjà calculé l'effectif cumulé pour la première population, la deuxième, la troisième. Il reste apparemment de compléter la quatrième et la cinquième. Donc, le nombre d'enfants, ça va rester où c'est la valeur du caractère. Pourquoi? Parce que ça commence par des valeurs, des petites valeurs croissantes, donc 0, 1, 2, 3 et 4. Et quand on a une série statistique avec des valeurs qui sont petites, des valeurs petites et des valeurs croissantes, on parle d'une série statistique discrète en valeur et non pas une série statistique continue en classe. D'accord? Là, on me dit la première question, complétez le tableau ci-dessous. D'accord? 1. Complétons le tableau. On va le reprendre. Donc, nombre d'enfants, ce n'est rien que la valeur du caractère, ou c'est le caractère. Nombre d'enfants, c'est les valeurs du caractère. On a 0, 1, 2, 3 et 4. Très bien. On a le nombre de familles. Ça, c'est quoi? C'est l'effectif. Pour l'effectif, il va falloir compléter celui-là, celui-là. Ici, on a 3. Celui-là à compléter. Ici. Et l'effectif cumulé. Bien sûr. Ici, nous avons 4, 9, 12 à compléter et à compléter. Très bien. Donc, pour la première colonne, le nombre de familles ou l'effectif, comment il est par rapport à l'effectif cumulé? On sait toujours que c'est la même chose. Donc, ici, on aura 4. D'accord? Et 4 plus combien? Ça va me donner 9. C'est 5. Et 9 plus 3, c'est 12. Et 12 plus combien? Ça va me donner combien? Je ne peux pas. Et ici, je ne peux pas. Donc, du coup, il va falloir calculer cette case. Il faut calculer l'effectif, le quatrième effectif. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? On sait que la somme de l'effectif, c'est l'effectif total. Et dans l'exercice, on nous a donné déjà 20 familles. Et c'est ça l'effectif total, c'est 20. Donc, je peux dire que 4 plus 5 plus 3 plus un inconnu qui est x plus 6, ça va être égal à 20. D'accord? On sait que l'effectif total de cette série statistique est grand N est égal à 20. C'est 20 familles. Or, on a
n qui est égal à quoi? 4 plus 5 plus 3 plus x plus 6 avec x à déterminer. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, 4 plus 5 plus 3 plus x plus 6 est égal à 20. Autrement dit, 4 plus 5, ça fait 9, plus 3, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. C'est x qui est égal à 20 moins 18. Donc, x est égal à 2. Et je reviens ici, j'écris 2. 12 plus 2, ça fait 14. 14 plus 6, ça fait 20. Et effectivement, ça c'est n. Donc le dernier effectif cumulé, c'est toujours le grand N. Si je n'obtiens pas le grand N ici dans l'effectif cumulé, il va falloir refaire le calcul. Il y a une erreur qui s'est glissée. D'accord? Donc ça c'est pour la question numéro 1. Calculer le nombre moyen des enfants. 2. Calculons le nombre moyen des enfants. Donc c'est une simple question. On l'a déjà vu ça dans le cours. Quand vous allez voir le mot moyen, ça nous renvoie directement à la moyenne arithmétique. Et là, le nombre moyen des enfants, ça nous renvoie vers le caractère. Parce que mon caractère, c'est le nombre d'enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Selon le cours, la moyenne arithmétique, c'est quoi? C'est la somme des produits de l'effectif et du caractère qui lui correspond. Ça veut dire autrement, je dois faire la sommation de 0 fois 4, plus 1 fois 5, plus 2 fois 3, plus 3 fois 2, plus 4 fois 6, sur l'effectif total qui est n de 20. Donc c'est une simple opération, il ne va pas falloir la rater. Donc 0 fois 4, plus 1 fois 5, plus 2 fois 3, plus 3 fois 2 cette fois, plus 4 fois 6, le tout sur le grand N, c'est-à-dire 20. Donc M, ce n'est rien que 5, plus 6, plus 24 sur 20 est égal 41 sur 20. D'accord? C'est à peu près... Donc si je divise par 10, c'est 4,1. Divisé par 2, c'est 2,05. Donc M est égal à 2,05. Très bien. Troisième question. Déterminer la valeur médiane des enfants. 3. Déterminons la valeur médiane des enfants. D'accord? Le mot médiane, on l'a vu déjà dans le cours, c'est un des paramètres de position d'une série statistique. La valeur médiane des enfants, c'est quoi? Donc c'est la valeur, déjà on calcule l'effectif cumulé et on cherche l'effectif cumulé le plus petit, supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Et la moitié de l'effectif total, c'est 10. Donc 4, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur? Donc il est inférieur. 9, il est inférieur ou supérieur? Il est inférieur. 12, c'est supérieur ou égal? Ou inférieur? C'est supérieur. Je le retiens. Est-ce que 14 supérieur ou égal? C'est supérieur, je retiens. Est-ce que 20 supérieur ou inférieur? C'est supérieur à 12, à 20, à 10, donc je retiens. Donc du coup, lequel des trois je vais prendre? Je vais prendre le plus petit, c'est 12. Et le caractère qui correspond à 12, c'est 2. Donc la médiane, c'est 2. D'accord? Et on écrit tout ça. Déterminons la moitié de l'effectif total. N sur 2 est égal à 20 sur 2 est égal à 10. Très bien. Donc, l'effectif cumulé, le
plus petit supérieur ou égal à 10 et la valeur 12. C'est ça. D'accord. Or, la valeur du caractère, entre parenthèses, c'est-à-dire le nombre d'enfants, pour rester toujours dans la même série statistique, le nombre d'enfants à cet effectif, c'est quoi? À cet effectif 12 et 2. Donc, la médiane ou la valeur la médiane des enfants est 2. Donc la médiane, c'est 2 enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suppose que toutes les familles ont le même nombre d'enfants, bah, la médiane c'est 2. C'est-à-dire que chaque famille aura 2 enfants chacun. D'accord? Bah, voilà pour l'exercice 1, c'était facile. À part le tableau qu'il va falloir compléter, il va falloir s'entraîner sur cette petite gymnastique de savoir comment tirer la première valeur de l'effectif, ou plutôt du nombre de familles, et ainsi de suite, et de se rappeler que la somme de l'effectif n'est rien que l'effectif total qu'on vous donne généralement dans l'énoncé de l'exercice. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Première question, c'est résoudre l'équation suivante. Je vois que c'est une simple équation. Premièrement, résolution de l'équation. C'est 2x moins 4 est égal à 6, facteur de x moins 2. On la note 1. C'est une simple équation. On a juste un simple facteur de 6 ici. Donc on va la simplifier, on va la développer, on va mettre les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté. Donc 2x moins 4 est égal à 6x moins 2. Ce n'est rien que c'est 2x moins 4 est égal à 6 fois x, c'est 6x moins 12. On va mettre les inconnus d'un côté, donc 2x moins 6x est égal à moins 12 plus 4. 2 moins 6, c'est moins 8x, et moins 12 plus 4, c'est moins 8. Donc x est égal à moins 8 sur moins 8 est égal à 1. Donc, l'équation 1 admet une unique solution 1. D'accord? Deuxièmement, résoudre l'équation suivante. Résolution de l'équation 5x moins 2 à la puissance 2 est égal à 9. Très bien. Donc pour simplifier cette équation, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois qu'il y a, voilà, entre parenthèses qui est levé à la puissance 2. Très bien. Qui est égal à 9. Et 9 que je peux écrire 3 à la puissance 2. Donc systématiquement, j'ai deux côtés que je peux porter, un qui est déjà porté à la puissance 2 et un autre que je peux porter à la puissance 2. Très bien. Mais mon équation, pour la simplifier, il va falloir faut mettre tous les inconnus et les connus d'un côté et dire que c'est égal à 0. Et si je mets ça moins ça, c'est une identité remarquable. Donc tout ça, il faut avoir cette force d'observation, de voir que 9 n'est rien que 3 à la puissance 2. Et si je mets 9 du côté de 5 moins x à la puissance 2, j'aurai un moins entre les deux.
Et ça me renvoie vers une identité remarquable. C'est ce qu'on va faire. Donc 5x moins 2 à la puissance 2 est égal à 9. Je vois que 9 n'est rien que 3 à la puissance 2. Et je vois que 5x moins 2 à la puissance 2 moins 3 à la puissance 2 est égal à 0. Donc c'est une écriture que je peux mettre. Or, a au carré moins b au carré est égal à quoi? C'est a plus b, a moins b. Identité remarquable. Et bien, je vais appliquer cette identité remarquable sur mon équation. D'où 5x moins 2 plus 3 facteur de 5x moins 2 moins 3 est égal à 0. Pour ne pas faire des erreurs. C'est pour ça que j'ai gardé les parenthèses de 5x moins 2. Et là, je simplifie ou je développe. C'est quoi ça? C'est 5x moins 2 plus 3 facteur de 5x moins 2 moins 3 est égal à 0. Donc 5x 3 moins 2, ça fait 1. Facteur de 5x moins 5 est égal à 0. Donc la résolution de mon équation, derrière 5x plus 1 est égal à 0 ou 5x moins 5 est égal à 0. Donc x est égal à moins 1 sur 5 ou x est égal à 5 sur 5 est égal à 1. Donc l'équation 2, on va la noter 2, donc l'équation 2 admet deux solutions moins 1 sur 5 et 1. Il faut mettre et. Ici on met ou, ici on va mettre et. Parce que les deux sont solutions. Mais ici c'est l'une de deux conditions pour avoir le produit qui est égal à 0. Il suffit que celle-là est égale à 0 ou celle-là est égale à 0 pour avoir un 0 ici. Mais par contre, l'ensemble des solutions de l'équation 2, c'est moins 1 sur 5 et 1. D'accord. Troisième question. Résolution de l'inéquation. Donc 3. Résolution de l'inéquation. Comment elle s'écrit? 4x moins 9 supérieur ou est égal 6x plus 1. C'est ça? Oui. Ben, c'est une expression simple. On va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté, comme d'habitude. Donc ça revient à écrire quoi? 4x moins 6x supérieur ou est égal à 1 plus 9. D'accord. Donc, ça c'est quoi? C'est moins 2x supérieur est égal à 10. Donc, x, j'inverse le symbole et je mets 10 sur moins 2. D'accord. Comment je fais ça? Ici, moins 2x supérieur à 10. Je multiplie sur moins 1 sur 2. Et je multiplie ici par moins 1 sur 2. Par contre, il faut changer le symbole parce que j'ai multiplié par un chiffre par un nombre négatif. Quand je multiplie ici par moins 1 sur 2, ça va partir, j'aurai un x, et ici j'aurai moins 10 sur 2. Et ça, c'est x inférieur ou est égal à moins 5. Donc, tous les nombres réels strictement inférieurs ou égal à inférieur ou égal à moins 5 sont solution de cette inéquation. Sont solution de cette inéquation. D'accord? Voilà. Quatrièmement, résoudre algébriquement le système suivant. Alors là, on vous impose de résoudre le système d'une façon algébrique. 4a, résolution du système algébriquement. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Algébriquement. Ben, algébriquement, on a deux méthodes. Soit par substitution, soit par combinaison linéaire.
Et vous avez le choix là, parce que là, on ne spécifie pas laquelle des deux méthodes choisir. Est égal à 15. On choisit. Qu'est-ce que vous choisissez? On choisit la substitution. Parce que là, j'ai x plus y, c'est simple. Le x, c'est multiplié par 1, et y, c'est multiplié par 1. Les deux sont positifs. Je peux mettre x qui est égal à 15 moins y. Et je substitue x ici par 15 moins y. On choisit la méthode de substitution. Donc, 1 et 2. On a x plus y est égal à 15. Donc, x est égal à 15 moins y. Je retiens. Remplaçons l'équation 3 dans l'équation 1. C'est là où on va substituer dans l'équation 1. Donc 3 fois x qui va devenir 15 moins y. Parce que je vais remplacer le x ici par la valeur de cet x. Plus 4y est égal à 53. Et là, je simplifie. Donc 3 fois 15, c'est 45, moins 3y, plus 4y est égal à 53. C'est 1y est égal à 53 moins 45. 53 moins 45, c'est 8. Voilà y. Maintenant, remplaçons celle-là, remplaçons la valeur de y est égal à 8. Dans quoi? Dans l'équation 3. Dans l'équation 3. Qu'est-ce qu'on obtient? X est égal à 15 moins y. C'est rien que 15 moins 8. Parce que y est égal à 8. X est égal à 7. Donc, le couple 7, 8 est l'unique solution de ce système. D'accord? 7, 8, x, y. X est égal à 7, y est égal à 8. Et l'unique solution de ce système. Très bien. Ben, jusqu'à là, c'est assez pas mal. Ah, il y a une autre question. Petit b. Dans un restaurant, on servit 3 tasses de café et 4 limonades pour 53 dirhams. Et on a servi 2 tasses de café et 2 limonades pour 30 dirhams. Déterminer le prix d'une tasse de café, celui d'une limonade. Alors là, c'est un petit problème qu'on va résoudre. Petit b, résolution, problème. Alors la méthodologie pour résoudre un problème qu'on a vu plusieurs fois dans le cours et dans les examens qu'on a vu au précédent. Donc la première étape, c'est le choix des inconnus. Et le choix des inconnus, on le tire directement des questions ou de la question qu'on nous pose. Choix des inconnus. Deuxième étape, c'est la mise en système. Et la mise en système, ça réside dans quoi? Ça réside à sortir la première équation et la deuxième équation de l'énoncé du problème. Donc l'énoncé, il y a toujours 2 phrases ou 3 phrases. Chaque phrase, c'est la traduction d'une équation. C'est ce qu'on va faire ensemble. Mise en système. Troisièmement, c'est la résolution du système. Et la résolution du système, c'est toujours la question qui précède le problème. Donc il va falloir dire que d'après la question qui précède le problème, on a le couple de solutions tel. Donc c'est c'est plutôt la solution de votre système du problème. Donc résolution du système. Et quatrièmement, c'est retour au problème. Ben, c'est simple. Retour au problème. Et on fait quoi? On fait une vérification. Une vérification. Et réponse aux questions du problème. D'accord? Première étape.
il me demande quoi? De déterminer le prix d'une tasse de café et celui d'une limonade. Donc on va mettre quoi? X, donc soit X et soit Y, parce qu'il demande deux choses, le prix d'une tasse de café et le prix d'une limonade. Donc soit X, le prix d'une tasse de café, je maintiens, et soit Y, le prix d'une limonade. Voilà. Et je viens de mettre mes inconnus. Donc je vais choisir X, le prix d'une tasse, et Y, le prix d'une limonade. Deuxième étape, c'est la mise en système. Et je reprends. Dans un restaurant, on a servi 3 tasses de café, 3 tasses de café et 4 limonades pour 53 dirhams. Et on reprend la phrase. On a servi 3 tasses de café et 4 limonades. C'est simple ce problème. Et 4 limonades pour combien? Pour 53 dirhams. Donc, si je veux traduire ça en une équation, 3 tasses de café et 4 limonades pour 53 dirhams, c'est-à-dire 3 fois le prix de la tasse plus 4 fois le prix de la limonade, ça va égal à 53. Donc 3x plus 4y est égal à 53. D'accord? 3 tasses de café. Et x, c'est le prix de la tasse de café. Donc 3 fois x, ça va me donner le total, le prix de toutes les cafés. Et 4 fois y, le prix d'une limonade, ça va me donner le total des limonades que j'ai acheté. Et le total, c'est-à-dire ça plus ça va me donner le total qu'il a dépensé, c'est-à-dire 53. Et je peux écrire ça. Donc ça, c'est la première équation. Deuxième phrase, on a servi 2 tasses de café et 2 limonades pour 30 dirhams. On a servi 2 tasses de café et 2 limonades à combien? Pour 30 dirhams. Pour 30 dirhams. Donc quoi? Bah, c'est le même principe. Donc 2 fois x, c'est-à-dire le prix d'une tasse de café, plus, c'est 2, c'est ça? C'est 2, ouais. 2y est égal à 30. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc je peux simplifier. Parce que là, j'ai un 2, et ça, je peux le diviser par 2. Donc si je divise ça par 2, je divise tout ce côté par 2. J'aurai x plus y. Et si je divise ce côté par 2, j'aurai 15. Donc tant qu'il y a une simplification, on simplifie. Sinon, on retourne à la question qui précède et on compare. Si c'est la même, on la maintient. Si c'est pas la même chose, on réduit. C'est un moyen de réduire. Donc ici, on divise par 2. Ici, on divise par 2. On aura x plus y est égal à 15. Et c'est ça la deuxième équation. Donc, le système est 3x plus 4y est égal à 53 et x plus y est égal à 15. Voilà, j'ai fini avec l'étape 2. Maintenant, la troisième étape, c'est la résolution du système. D'après, j'espère que c'est déjà le même système. Ouais, c'est le même système. 3x, 4y, 53. Ouais, c'est le même système. Donc, d'après la question 4a, la résolution du système est l'unique couple, ce qui est bien parce qu'il y a une seule et unique solution, l'unique couple 7, 8. Voilà, on vient de résoudre le système. Quatrièmement, on retourne au problème. On fait une vérification. La vérification, c'est de vérifier ces chiffres, c'est-à-dire que x est égal à 7 et que y est égal à 8. Qu'est-ce qu'on nous a dit? 3 tasses de café, 4 limonades pour 53 dirhams. 3 fois 7 plus 4 fois 8. Et je vérifie. 3 fois 7, c'est 21. 4 fois 8, c'est 32.
Et 32 plus 21, c'est 53. Effectivement, j'ai 53 dirhams. Je vérifie la seconde. 2 tasses de café fois 7 dirhams, plus 2 fois 2 tasses, plutôt de limonade, à 8 dirhams. Ça est égal à combien? 2 fois 7, ça fait 14. 2 fois 16, plus 16. Et 16 plus 14, c'est 30 dirhams. Effectivement, je viens de vérifier. Vous avez vu? Et c'est là où il y a l'astuce. L'astuce, c'est de mettre 2 et 2 ici. Parce que là, on a simplifié, on a enlevé les 2. Mais ici, il faut reprendre les 2. Parce qu'il va falloir vérifier cette fois. Et d'obtenir 30 et non pas 15. D'accord? Et la dernière étape, après vérification, on fait une réponse. Et réponse aux questions. Parce que la question, c'est quoi? C'est de déterminer le prix d'une tasse de café et le prix d'une limonade. Donc, le prix d'une tasse de café est 7 dirhams, qui reste pas cher. Hein. 7 dirhams pour une tasse de café, c'est pas beaucoup. Et le prix d'une limonade, c'est combien? C'est 8 dirhams. Pas trop cher aussi, à la portée. Voilà, donc pour l'exercice numéro 2 qui reste assez facile. J'espère que vous avez bien assimilé le cours, parce que tant que vous n'avez pas bien assimilé le cours, ça restera toujours difficile de répondre aux questions. Et l'entraînement sur les examens de toutes les régions. Quitte à passer toutes les régions, vous avez donc sur cette chaîne les 12 examens de toutes les régions du Maroc. Il va falloir les passer. Il faut les travailler les 12. Donc c'est sans discussion. Et on passe à l'exercice numéro 3. Exercice 3. C'est un petit exercice de 2 points, je pense. Il y a une seule question. D'accord. 1 et 2. Donc 2 questions. C'est 1 ici et 2 ici. D'accord. Exercice 3. Soit ABC, un triangle, d'accord, déjà schématisé, ABC, un triangle, M est le milieu du segment AC, et N, un point de la droite BM, quelque part, donc c'est pas le milieu nécessairement, mais c'est juste un point de la droite BM, d'accord. On considère la translation T du vecteur CM, très bien. Construire G, l'image de B, et E, l'image de N, par la translation T dans la figure suivante. On va reprendre ça dans notre feuille. On va tracer tout ça. Donc, on a un triangle ABC. Quelconque. Hein. Voilà. Donc, A, B, C. Nous avons M, le milieu du segment AC. Va tracer la médiatrice de AC. Pour bien trouver le milieu, d'accord. Voilà le point M. Et nous avons BM, la droite BM qui passe par le point P et par le point M. Et nous avons un point quelconque N. Par exemple, je vais le mettre ici. Hein. Pas nécessairement le milieu. Très bien. Et là, on me demande de construire G l'image de B. Ça, c'est le vecteur CM, la translation CM, la translation T de vecteur CM. Très bien. Il va falloir trouver les images de N et de B. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, avant de faire le traçage, il va falloir mettre une phrase ou deux phrases pour confirmer au correcteur, à votre prof, que vous avez bien compris ce que veut dire la translation. Donc, ils me disent, on va l'écrire, j'ai l'image,
On va partir étape par étape. Donc j'ai l'image de B par la translation T de vecteur CM. D'accord? Donc G, c'est l'image de B par la translation T de vecteur CM. Et dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Si on va faire l'image d'un point par rapport à un autre point via une translation T de vecteur CM, on a ce qu'on appelle deux vecteurs qui sont collinéaires. Ben, c'est quoi ces deux vecteurs? C'est CM qui va être égal à BG. CM, c'est le vecteur de la translation. Je vais écrire BG parce que la translation va me transformer le point B en point G. Le point B va être transformé au point G. Et je peux écrire que CM est égal à BG. Et si j'écris CM est égal à BG, qu'est-ce que je peux dire du quadrilatère CMGB? Donc CMGB est un parallélogramme. Donc CMBG est un parallélogramme. D'accord. Ici avec la distance CM qui va être égale à la distance BG. Parce que quand un vecteur est égal à un autre vecteur, ils ont le même sens, ils ont le même module, ils ont la même distance. Revenez au cours. D'accord? Donc il y a 3 points. Et donc CMBG est un parallélogramme. Et si j'ai un parallélogramme, j'aurai CM qui est égal à BG, mais aussi MG qui va être égal à CB. Aussi, MG, le vecteur MG, est égal au vecteur CB. Avec la distance MG qui va être égale à la distance CB. Voilà ce qu'il faut écrire avant de tracer le point G. D'accord? Et là, je prends mon compas. Je cherche la distance CM. Je l'ai écrit ici. CM va être égal à BG. Donc, la distance CM. Alors, CM va être égal à la même distance que BG. D'accord. Et CMBG est un parallélogramme. Donc MG, le vecteur MG va être égal au vecteur CB et la distance MG va être égale à la distance CB. Donc la distance MG va être égale à la distance CB. La distance CB, je la connais. Je vais la reprendre. Voilà, CB. CB va être égal à MG. Je mets le point sur la pointe de mon compas sur le point M et je trace la seconde distance. Donc en utilisant deux distances, la distance CM qui est égale à BG et la distance MG qui est égale à la distance CB pour déterminer le point G. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Donc il faut écrire ça et dire que CMBG est un parallélogramme et de tirer la seconde équation des deux vecteurs qui sont collinéaires et dire que les deux distances sont égaux. Et en utilisant ces deux distances avec du compas, qu'on peut déterminer le point G. D'accord? Et c'est ici mon point G. Avec bien sûr B, G, M est un parallélogramme. Cette distance va être égale à cette distance et cette distance va être égale à cette distance. Très bien. Maintenant, on va me demander de quoi? De faire ou de tracer le second point, c'est-à-dire l'image de E, plutôt E et l'image de N par la translation T. Maintenant, on va tracer l'image de N par la translation T qui est E. On reprend la phrase. On
On va faire la même chose. Suivez avec moi. Donc, on a E, l'image de n par la translation t de vecteur cm. Toujours le vecteur cm, parce que le vecteur cm, c'est le vecteur qui va transformer le point C en m. Et si je dis la translation t qui transforme le point C en m, c'est-à-dire que je dois trouver une équivalence ou une équation où le vecteur cm va être égal à un autre vecteur qui va respecter la transformation cm, c'est-à-dire le même module de cm, c'est-à-dire la même distance, le même sens et la même direction. La droite qui porte le vecteur cm. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que cm est égal à ne, le vecteur bien sûr. Avec quoi? Les distances sont égaux. Cm est égal à la distance ne. Et si j'ai deux vecteurs qui sont égaux, donc la distance c'est la même, le sens c'est le même, et c'est deux droites qui sont parallèles, parce que là j'ai 4 points différents. On peut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, mais j'ai 4 points différents. Donc du coup, la droite CM est parallèle à la droite NE. J'ai pas un point qui se répète, pour dire que ce sont des points qui sont alignés. Vous vous rappelez du cours. D'accord. Donc, CMEN, CMEN est un parallélogramme. C, M, E quelque part, et N est un parallélogramme. Et si CMN est un parallélogramme, JCM qui est égal à NE, et du coup ME va être égal à CN. ME aussi, ME, le vecteur ME qui va être égal au vecteur CN. ME quelque part ici, CN avec la distance ME qui va être égale à la distance CN. D'accord? Et là, je peux tracer mon point E. J'ai la première distance, CM est égal à NE, donc CN qui va être égal à NE. Je prends la distance CM. Elle est un peu petite, la distance CM, mais bon. Voilà. La N, et c'est quelque part ici mon E. Je reprends. Mauvais secompte. Voilà. Et la distance ME qui est égale à la distance CN. CE, ou plutôt CN. Voilà la distance CN qui va être égale à la distance ME. Voilà l'intersection. Et bien c'est ici mon point E qui respecte quoi? Qui respecte que la distance ME est égale à la distance CN et la distance CM qui est égale à la distance NE et bien sûr le vecteur CM qui est égal à le vecteur NE, le vecteur ME qui va être égal au vecteur CN. Et on trace le parallélogramme CNEM. Voilà. Donc cette distance va être égale à cette distance et cette distance va être égale à cette distance. D'accord? Maintenant, regardons la question qui suit. On me dit montrer que les points A,
G, E sont alignés. Ça, c'est aligné. A, G, E sont alignés. Effectivement, ils sont alignés. Oui, ils sont alignés. Ils sont alignés. Bah, pour montrer que les points A, E, G sont alignés, comment on peut faire ça? Ah bah, c'est simple. Regardez, on a B, c'est l'image, plutôt G, c'est l'image de B par la translation CM. Donc la distance CM est égale à la distance BG. Et nous avons l'image de N, plutôt E, c'est l'image de N par la translation CM. Donc CM, la distance CM est égale à la distance NE. Par contre, M, c'est le milieu du segment AC. Donc la distance MC va être égale à la distance AM. Donc ce bout est égal à ce petit bout. Parce que M, c'est le milieu du segment AC. C'est ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. Donc du coup, CM est égal à NE, la distance, et CM est égal à BG, et CM est égal à AM ou MA. Donc MA est égal à NE est égal à BG. Les trois points B, N, M appartiennent à la droite BM, et l'image des trois points B, c'est G, et N, c'est E, et M, c'est A. Et puisque la translation conserve les distances, les trois points appartiennent à la même droite, AG. Donc, A, E, G sont alignés. D'accord? C'est ça la réponse. On va écrire tout ça. Deuxième question. Montrant que les points A, G et E sont alignés. On a E est l'image de N par la translation T. Donc, la distance CM est égale à la distance NE. On retient. On a G est l'image de B par la translation T. Donc, CM qui est égal à BG. On retient. On a M, c'est le milieu du segment AC. M est milieu du segment AC. Donc quoi? Donc le bout, la distance CM est égale à la distance MA. CM est égal à la distance MA. Et on retient. Qu'est-ce qu'on a? CM qui est égal à NE, CM qui est égal à BG, CM qui est égal à MA. On conclut de 1, 2 et 3 que quoi? Que NE est égal à BG est égal à la distance MA. La distance MA est égale à la distance NE est égale à la distance BG. Or, les points B, N et M sont alignés et appartiennent à la droite, Alors, quelle droite? À la droite BM. Ils sont alignés. Donc les points BNM sont alignés. Ça, on l'a vu dans l'énoncé de l'exercice. Ils appartiennent à la droite BM. Sachant
que la translation conserve la distance. On l'a vu ça dans le cours. La translation va conserver la distance. La translation T ou la translation en général conserve la distance. Alors, les images des points B, N, M. Alors, les images des points B, N, M appartiennent à la même droite. D'accord? On sait que la translation conserve la distance. Donc systématiquement, les images des points BNM appartiennent à la même droite, c'est-à-dire la droite qui est image de BM. À la même droite, d'où, puisqu'on l'a dit, d'où, d'après 4, d'où les points A, E et G, les images respectives de B, N et M sont alignées et appartiennent à la droite qu'on va nommer AG. À la droite AG. Voilà. D'accord? Très bien. C'était une très belle question. Normalement, pour montrer qu'on a des points qui sont alignés, on va utiliser donc l'expression qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire de montrer qu'il y a un vecteur qui est égal k fois un autre vecteur. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce qu'on n'a pas une information par rapport au point N, parce qu'on nous a dit de placer N quelque part dans la droite BM. Donc c'est pas nécessairement le milieu pour dire que BM ou de dire BN est égal à 1 demi de BM. Vous avez vu? Donc directement il va falloir passer par les distances. Très bien, donc assez pas mal pour cet exercice. Et on passe à l'exercice numéro 4. Exercice 4. On considère f le graphe de la fonction f. Très bien. Donc c'est f de la fonction f dans le repère orthonormé. On nous trace le graphe f. Donc c'est une droite. On voit que c'est une droite qui passe pas par l'origine. Donc c'est une droite affine d'une fonction f qui est affine. Du graphe ci-dessus, déterminer la nature de la fonction f. Ben voilà la question. Donc déjà, donc la représentation, elle parle d'elle-même. Donc 1, petit a, la nature de la fonction f. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a grand F, entre parenthèses, ça veut dire une droite. On a f, le graphe de la fonction f, c'est pour montrer le lien. Or, selon le graphe, il s'agit d'une droite affine. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par l'origine O de coordonnées 0, 0 du repère. Vous avez compris? Donc, là on vient de montrer que la droite qui est affine. La droite est affine. Donc, la fonction f, petit f, est une fonction
affine. Vous avez vu? On a montré que la fonction f est une fonction affine à partir de sa représentation qui est une droite affine. Et pour dire que c'est une droite affine, il va falloir justifier. Pour le justifier, on va dire qu'il ne passe pas par l'origine du repère. D'accord? Deuxième question. Déterminer, ouais. Déterminer les valeurs de f0 et de f de 3. Très bien. Graphiquement. Donc, graphiquement, on a f de 0 et f de 3. C'est ça? Oui. Donc 0, c'est-à-dire que le point de coordonnée x, c'est-à-dire l'abscisse, est égal à 0. Ici, l'abscisse est égal à 0, c'est ici. Et l'image de 0, donc je vais chercher l'intersection de la droite qui est parallèle, plutôt c'est la droite plus que c'est 0, donc c'est la droite, ou plutôt c'est l'axe des ordonnées. Elle va couper donc ma droite f au point 2. Donc f de 0, c'est 2. De même, le point de coordonnée 3, c'est-à-dire x est égal à 3, c'est-à-dire un abscisse de 3. Ici, x est égal à 3, et c'est plutôt l'intersection de la droite des abscisses par la droite, c'est au point 3. Donc du coup, f de 3, c'est 0. Voilà. L'expression de f de x. Déterminons l'expression de f de x. On a vu ça dans le cours. Supposons que f de x est égal à ax plus b, avec a et b deux nombres réels et déterminant a et b. D'accord? Déterminant a. Comment on va le déterminer? Ça, on l'a vu dans le cours. A, c'est quoi? Dans le cours, on a vu que a est égal à f de x moins f de x' sur x moins x'. Donc, je choisis deux points de l'axe des abscisses. C'est ax et un autre x. Je cherche son image par la fonction f et je fais la différence sur la différence des deux points, des deux abscisses. Là, c'est les images et en dessous, c'est le point en lui-même. Or, on a quoi? On a f de 0 qui est égal à 2 et f de 3 est égal à 0. Donc, a est égal à f de 0 moins f de 3 sur 0 moins 3. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait f de 3 moins f de 0 sur 3 moins 0? Bah, c'est la même chose. On peut mettre f de 3 moins f de 0 sur 3 moins 0. C'est le même résultat. Donc, a est égal à f de 0, c'est 2. On va remplacer. Et f de 3, c'est 0. Moins 0 sur 0 moins 3. 2 moins 0, ça fait 2. Et 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc, c'est moins 2 sur 3. Donc, f de x est égal à moins 2 sur 3x plus b, à ce stade. Maintenant, déterminons b. Pourquoi est égal à ça? Parce que je viens de remplacer a par moins 2 sur 3 sur l'expression 1. Déterminons maintenant le petit b. On va utiliser soit f de 0 est égal à 2 ou f de 3 est égal à 0. Et on remplace. Remplaçant f de 0 est égal à 2 dans l'expression 1. Ça veut dire quoi? Ici, je remplace x par 0 est égal à moins 2 sur 3. X, je le remplace par 0 plus b. F de 0, c'est combien? C'est 2. Donc tout ça, c'est 2. Donc je vais mettre 2 est égal à 0 plus b. Donc b est égal à 2.
d'où f de x est égal à moins 2 sur 3x plus 2. Voilà l'expression de f de x. D'accord? Très bien, donc c'était assez facile jusque-là. Maintenant, on va attaquer une fonction linéaire. On considère la fonction linéaire g telle que. Très bien. Deuxièmement, petit a, g de x, ou plutôt fonction linéaire g telle que g de 1 sur 2, g de 1 demi, est égal à 1. Et on me demande de déterminer l'expression de g de x. Déterminant l'expression de g de x. Ça, on l'a vu aussi dans le cours. On a g est une fonction linéaire, d'accord? Donc, on peut l'écrire comment? G de x est égal à ax, avec a un nombre réel à déterminer. Déterminant a. Comment on va le déterminer? On avait dans le cours que a est égal à quoi dans le cas d'une fonction linéaire? C'est f de x sur x. Par contre, ici, je travaille avec une g, une fonction g. Donc, ça revient à écrire g de x sur x. D'accord? Est-ce que c'est 1 demi ou c'est 3? Je pense que c'est 3 sur 2, ça. Oui, c'est 3 sur 2. Ouais, c'est difficile de le voir, mais je pense que c'est 3 ici sur 2. Donc, a est égal à g de x sur x. Et j'ai déjà une image d'un seul point. J'en ai besoin que d'un seul point. Donc, a est égal, or, g de 3 sur 2 est égal à 1. Donc, a est égal à quoi? G de 3 sur 2 sur 3 sur 2. Et G de 3 sur 2, c'est 1 sur 3 sur 2. Ça, c'est 2 sur 3. Donc, G de x est égal à 2 sur 3 x. D'accord? Maintenant, construire le graphe de G dans le repère OIJ. On va le faire ça en reprenant le graphe qu'ils nous ont donné. Donc, je trace l'axe des ordonnées. 1 cm d'unité. Et l'axe des ordonnées, 1 cm d'unité. Ça, c'est l'axe des abscisses et ça, c'est l'axe des ordonnées. L'origine, le point I et le point J. Très, très, très bien. On va reprendre déjà F. Elle passe par le point 1, 2, 3, celui-là. Elle passe par le point 2, celui-là. D'accord. On va tracer cette droite. Très bien. Donc ça, c'est F. Et maintenant, traçons la fonction g de x. F, on a déjà dit, c'est quoi l'équation? On va l'écrire. On a f de x, c'est quoi? C'est moins 2 sur 3x, moins 2 sur 3x plus 2.
on a f de 0, on l'a calculé, c'est f de 0, c'est 2. Et f de 3, c'est 0. F de 3, c'est 0. Donc la représentation graphique, c'est f, la droite f, d'équation réduite y est égal à moins 2 sur 3x plus 2. Elle passe par le point A de coordonnées 0, 2, je le tire d'ici, et le point B, 3, 0. D'accord? On va dire que ça, c'est le point A. 0, 2, ça c'est le point A. Et 3, 0, ça c'est le point B. Ici, c'est y est égal à moins 2 sur 3x plus 2. Voilà. On va représenter les choses correctement. Voilà. Et pour la fonction g de x est égal à quoi? Est égal à 2 sur 3 x, c'est ça? Oui. Et on a g de 3 sur 2 est égal à 1. C'est une fonction linéaire, donc g de 0 est égal à 0. Elle passe par l'origine. Très bien. La représentation, on va la nommer quoi? C'est déjà noté ou pas? Non. Construire le graphe de G dans un repère déterminer le nombre dans l'image de G et de 2. Ça, c'est autre chose. Donc déjà, on va tracer déjà soit delta, donc la droite de cette fonction G, qui est égale à y, 2 sur 3x. D'accord? Le premier point, c'est quoi? C'est 3 sur 2, 1. Elle passe aussi par le point O, l'origine, qui est de 0, 0. D'accord? Mon point O, il est déjà tracé. C'est ici. Mon second point, c'est 3 sur 2. C'est combien? C'est 1 demi. Donc, c'est un 1 demi. C'est ici. 3 sur 2. 1. On va prendre la parallèle qui passe par 3 sur 2. Eh ben, ça coupe la droite F, je pense. Tac, 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 tac. Effectivement, ça coupe. Et ben là, je vois que le point C appartient à la droite F. D'accord? Et on trace la droite qui passe par O et par C. Ça, c'est la droite delta d'équation réduite y est égal à 2 sur 3x. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire le jour de l'examen. La fonction, les images de certains points, et de tirer de ça la représentation graphique, c'est-à-dire la fonction qui va devenir équation réduite d'une droite, et les images, ce n'est que des points que vous pouvez nommer vous-même, à part les points O et J. Donc si vous avez 0, 0, c'est O. Si vous avez 1, 0, c'est I. Si vous avez 0, 1, c'est J. De même, pour la première fonction affine, j'ai une fonction, une image, une deuxième image, et je tire l'équation réduite de la fonction, l'équation réduite de la droite qui représente la fonction, et de deux images, j'ai tiré deux points que j'ai nommés A et que j'ai nommé B. Et la représentation, je mets en clair les points, je mets en clair la droite, je mets en clair le nom que j'ai donné à ma droite, et je note l'équation réduite de cette droite. Très bien. Maintenant, déterminer le nombre dont l'image par G est 2. Est-ce que graphiquement ou algébriquement, ils ne nous ont pas spécifié? Donc, on va choisir la solution. La solution la plus simple, hein. Déterminant, c'est C. Déterminant.
l'image par G, le nombre, l'image, déterminons l'image du nombre déterminons le nombre dans l'image par G et 2. Ça, on l'a vu. Hein. Là, on ne cherche pas l'image d'un nombre, mais on cherche le nombre dont l'image est 2. Ça revient à écrire G de x est égal à 2. Or, G de x, c'est quoi? C'est 2 sur 3x. Donc 2 sur 3x est égal à 2. Donc x est égal à 2 fois 3 sur 2 est égal à 3. Donc c'est x est le nombre qu'on cherche. C'est-à-dire que G de 3 qui est égal à 2. D'accord? Donc le nombre dans l'image par G et 2 n'est que 3. D'accord? Très bien. En déduire, troisième question, en déduire graphiquement la résolution du système suivant. Très très bien. Donc deux systèmes. Un système qu'on a résolu algébriquement. Et là c'est un autre système, mais je pense... On va voir. Il va falloir écrire les deux équations sous forme d'équations réduites. D'accord? Donc on va chercher d'écrire y en fonction du reste. Et ici on va chercher d'écrire y en fonction du reste. Pour tirer les deux équations réduites de la première droite et de la deuxième droite. D'accord? On va faire ça ensemble. Ils disent en déduire. C'est pas... Donc ça a un lien avec f et g, ça c'est sûr. Déduisons. Graphiquement, déduisons, ça veut dire stentige. C'est-à-dire vous n'allez pas démontrer, vous n'allez pas calculer, mais c'est que vous allez donc c'est de déduire, en déduire ou déduire graphiquement la résolution du système. Il est comment ce système? C'est 2x plus 3y est égal à combien? Est égal à 6. Et 2x moins 3y est égal à 0. Très très bien. Et bien là, qu'est-ce que je vais chercher? Pour tracer ça graphiquement, il va falloir chercher l'équation réduite. Eh ben, il va falloir écrire y en fonction du reste. Donc ça veut dire quoi? C'est 2x. On va dire que c'est 3y est égal à moins 2x plus 6. Et ici, c'est moins 3y est égal à moins 2x. Et ça, c'est équivalent à quoi? Y est égal à moins 2x plus 6, le tout sur 3. Ici, c'est y est égal à moins 2x, le tout sur moins 3. J'ai divisé par 3, j'ai divisé par 3, j'ai divisé ici par moins 3, et j'ai divisé ici par moins 3. Ça m'a donné ça. Et ça, c'est équivalent à quoi? C'est y est égal à moins 2 sur 3x plus 6 sur 3. Et ici, c'est y 2 sur 3x. C'est équivalent à quoi? Y est égal à moins 2 sur 3x plus 2. Ici, c'est y est égal à 2, 3 sur x. L'équation 1, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'équation 1 est l'équation réduite de f, la droite f, et l'équation 2, c'est l'équation réduite de delta. Et f, c'est la fonction f, et delta, c'est la représentation de la fonction g de x. D'accord? Donc,
l'intersection des deux droites F et delta nous donnera les coordonnées du point d'intersection. D'accord? Donc l'intersection des deux droites, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner les coordonnées du point d'intersection. Et les coordonnées du point d'intersection, c'est la solution du système. Et ou plutôt le couple de coordonnées, du point d'intersection est la solution unique de ce système. On va chercher ça graphiquement. Graphiquement, c'est le point C. L'intersection de delta avec F, on voit bien que ça coupe vers le point C. Et le point C, c'est quoi comme coordonnée? C'est 3 sur 2. Hein. C est le point d'intersection. Donc, 3 sur 2, 1 est la solution de ce système, car C s'écrit C de couple de coordonnées 3 sur 2, 1. Voilà. Et on peut même vérifier si on a vrai ou pas. Il va falloir vérifier que est-ce que C, le point C, vraiment appartient à F. Et pour faire ça, on a quoi? On a la droite F. C'est quoi? Vérification. Pour les vérifications, pour les calés en maths, vérification. F est égal à quoi? C'est Y moins 2 sur 3x plus 2. C'est ça l'équation réduite de la fonction, plutôt de la droite F. Représentation de la fonction F. On me dit que c'est l'intersection. Je sais bien que C appartient à la droite delta. Vérifions qu'il appartient bel et bien à F. Qu'est-ce que j'écris? Y est égal à moins 2 sur 3. X, C, plus 2. X, c'est combien? C'est 3 sur 2. Donc Y est égal à moins 2 sur 3 fois XC, 3 sur 2. Plus 2. 3 qui va partir avec 3 et 2 qui va partir avec 2. C'est en fin de compte, c'est moins 1 plus 2. Et 2 moins 1, ça fait 1. Et 1, c'est quoi? C'est YC. Donc je suis parti avec XC. Et j'ai trouvé Y qui est égal à YC. Donc, C appartient à la droite F. Et C appartient à la droite delta. Donc c'est l'intersection. Ah, c'est pas mal cet exercice. Les questions, je dirais que bah oui, c'est intelligent. C'est intelligemment monté cet examen jusque-là. Et on va voir l'exercice numéro 5. Exercice 5. On considère le plan rapporté au repère orthonormé OIJ. Représenter les points A de couple de coordonnées moins 1, 2, B de couple de coordonnées moins 2, 1 et C de couple de coordonnées moins 3, 0 dans le repère OIJ. Déjà représenté ici. On va faire ça directement sur notre feuille et on trace le premier axe, l'axe des ordonnées. On va mettre les unités à 1 cm pour respecter la normalité de notre repère. Et on trace l'axe, ou plutôt l'axe des abscisses, toujours avec une unité d'1 cm, tout en respectant l'orthogonalité des deux axes, c'est-à-dire un angle droit. Et je continue avec des 1 cm.
ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées, origine, point I et point J. Très bien. Premier point, c'est A moins 1, 2. Moins 1, c'est ici. Et 2, c'est ici. Et l'intersection de ça avec ça, l'intersection de la droite qui passe par moins 1 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et là, la droite qui passe par moins 2 qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. C'est là l'intersection. Ça, c'est le point A. Deuxième point, moins 2, c'est ici. 1. Donc la droite qui passe par moins 2, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et l'axe parallèle à l'axe, plutôt la droite parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 1. C'est ici mon point B, l'intersection des deux. C, c'est moins 3. Ah, il n'y a que des moins. Moins 3. 0. Donc ça va rester sur l'axe des abscisses. C'est ici. Et c'est là le point C. Très bien. Voilà pour le traçage des points. Pas difficile. Donc A, on reprend moins 1, 2. B, moins 2, 1. Et C, moins 3, 0. Très bien. Représenter la droite delta dans le repère OIJ d'équation y est égal à moins x plus 1. C'est ça la deuxième question. Donc, représentation de la droite delta d'équation réduite y est égal à moins x plus 1. Pour tracer une droite, on a besoin de quoi? On a besoin de 2 points. Donc il va falloir tirer 2 points de cette équation réduite. Déterminant 2 points qui appartiennent à delta. On va faire comment ça? On va remplacer. Premier remplacement, on va mettre 0 pour le x. Si je mets 0x, moins 0 plus 1, ça me reste y est égal à 1. Et 0, 1, c'est i. Donc il va passer par i. Pardon, il va passer par j. Et si je mets ici 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ici 1, ça va me donner 0. Et ça, c'est i. Donc c'est une droite qui passe par i et j. Donc, delta passe par I et J. I, c'est déjà tracé. J, c'est déjà tracé. Et je peux tracer la droite delta. Elle va passer nécessairement par A. Ça, c'est la droite delta d'équation y est égal à moins x plus 1. D'accord. Est-ce qu'elle passe par le point A? On va vérifier. Moins 1. Si je mets ici moins 1, moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc elle passe par le point A. Donc A appartient à delta. Très bien. Donc on vient de tracer le delta. Calculer le couple de coordonnées AB.
D'accord. Ça n'a rien à voir avec delta, mais on va le faire. Troisième question. Calculons les coordonnées de ou du vecteur AB. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Pour calculer le couple de coordonnées, xb moins xa, yb moins ya. Pourquoi j'ai avancé b de a? Parce que a, c'est l'origine de mon vecteur et b, c'est l'extrémité de mon vecteur. Extrémité, on a vu ça dans le cours. Et on fait toujours l'extrémité moins l'origine, extrémité moins l'origine, extrémité moins l'origine. Donc AB, c'est xb, xb c'est moins 2, moins xa, c'est moins 1, yb, c'est 1, moins ya, c'est 2. Très bien. Donc AB, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Très bien. Donc AB, c'est moins 1, moins 1. D'accord. Montrons que AC est égal à 2 racines de 2. Quatrièmement, montrons que AC, la distance AC est égale à 2 racines de 2. Comment on va faire ça? Bah, c'est toujours une application directe de la règle. Pour les distances, il y a un racine. Racine de quoi? La différence des coordonnées des deux points. Toujours en respectant la casse, c'est-à-dire extrémité moins l'origine. Donc xc moins xa à la puissance 2, plus cette fois, parce qu'il s'agit d'une distance, yc moins ya à la puissance 2. Donc xc, c'est quoi? C'est moins 3, moins xa, c'est moins 1, le tout à la puissance 2, plus yc, c'est 0, moins ya, c'est 2, à la puissance 2. Ici, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 à la puissance 2. Ici, c'est moins 2 à la puissance 2. Mais n'oublions pas la racine. Et c'est 4 plus 4. Racine de 4 plus 4 est égale racine de 8. Et racine de 8, c'est la racine de 2 fois 2 fois 2. Donc AC, c'est 2 racine de 2. D'accord. Calculons maintenant les coordonnées de E, milieu du segment BC. D'accord. Calculons. C'est 5. Calculons les coordonnées de E, milieu du segment BC. E, comment on va le calculer? Plutôt les coordonnées. Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Puisque c'est le milieu du segment BC, on va utiliser les coordonnées de B et de C. Donc c'est XB plus XC sur 2. Et c'est YB plus YC sur 2. Donc E, XB. XB c'est moins 2. Et XC c'est moins 3 sur 2. Et YB, c'est XB, c'est moins 2, exactement. YXC, c'est moins 3, très bien. YB, c'est 1, plus YC de 0 sur 2. Donc E, c'est moins 5 sur 2, 1 demi. Voilà. C'est ça le couple de coordonnées du milieu du segment BC. Il y a une autre question ou pas? Oui, 5, 6. Montrons ou montrer que les droites delta et AB sont perpendiculaires. D'accord. Delta, on a son équation. Par contre, AB, on n'a pas son équation. On a juste calculé donc le vecteur AB. AC, ça n'a rien à voir. Le E, le milieu de segment BC, ça n'a rien à voir. Le traçage des 3 points, bon. Et on n'en a pas, d'accord. C'est des questions à part.
Et ben, comment on va montrer que de ça? On a déjà les 2 points. Ouais. Pour montrer que les droites delta et AB sont perpendiculaires, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Il faut que le produit des 2 pentes est égal à -1. On a la pente de delta, parce qu'on a son équation réduite, est égale à y moins x plus 1. Et on a besoin de calculer la pente de la droite AB. Et ça, on peut le faire parce qu'on a les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. 6. Montrant que les droites delta et AB sont perpendiculaires. Perpendiculaires. On a l'équation réduite de delta et elle s'écrit comment? Y est égal à moins x plus 1. Donc la pente de delta est moins 1. D'accord? Déterminant juste la pente, juste pas l'équation de la droite AB, l'équation réduite, mais juste la pente de la droite AB. Et ça, comment on va le déterminer? M est égal à quoi? La pente est égale à quoi? C'est Y B moins YA sur XB moins XA. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous avez avancé le point B et pas le point A? Eh bien, on peut le faire, ça. C'est le même résultat. YA, XA moins XB. Il faut juste respecter la case AB, 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 AB. Et là, on a 2 points. Pourquoi on a utilisé les coordonnées des points A et du coordonnées du point B? Parce que les 2 points appartiennent à AB. Car A appartient à AB et B appartient à AB. C'est pour cela qu'on a écrit cette équation. Donc M, c'est quoi? YB, c'est combien YB? YB, c'est 1. YA, c'est 2. XB, c'est moins 2. Et XA, c'est moins 1. Et ça est égal à combien? 1 moins 2, c'est moins 1. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. Est égal à 1. Donc le produit 1 fois moins 1 est égal à combien? Est égal à moins 1. On a le produit des 2 pentes et moins 1 fois 1 est égal à moins 1. Donc, delta est perpendiculaire à la droite AB. D'accord? Voilà. Donc, pour l'exercice 5, c'était à la portée. Hein. L'exercice 5, 4 points, c'était à la portée. Pas de question piège. Et on passe à l'exercice numéro 6. Exercice 6. Alors, c'est de la géométrie dans l'espace, 3 points. On considère la pyramide SABCD, c'est déjà représenté. S, j'imagine ici, oui, SABC tel que SA, A, voilà, c'est ici A. C'est pas assez clair. Hein. S, A, B, C et D. SABCD tel que SA, SB, SC, SD sont égaux. D'accord. Sa hauteur est SO. C'est ici O. Et sa base sous la forme d'un carré. Donc ça, c'est un carré. Tel que la mesure de son côté est de 3 cm. Ici, c'est 3 cm.
3, 3, 3, 3. Très bien. On considère le plan EFG. Il est où EFG? C'est E, c'est ici E, F, G, je pense, et H ici. Pour respecter la rotation. Ici, c'est quoi ça? Donc, oui, plan parallèle au plan de la base. Donc, ce plan est parallèle à ce plan. Et SP 4 cm. SP, c'est ici, je pense. Oui. 4 cm. Très bien. Ah, c'est pas mal. Pour cette représentation, vérifier ou plutôt calculer V le volume de la pyramide SABCD, la grande pyramide. Toujours petite et grande pyramide. 1. Calculant V le volume de la pyramide SABCD. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Le volume de SABCD, c'est rien que la base. On va prendre la base, quelle que soit la base. Donc c'est l'aire de la base. S de ABCD. Dans notre cas, c'est un carré. Multiplié par la hauteur. C'est quoi notre hauteur? C'est S. C'est quoi? O. C'est SO fois la hauteur sur 3. SABCD, c'est un carré. Donc est égal à AB au carré. Car ABCD est un carré. D'accord? Et AB est égal à 3 cm. AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à DA, est égal à 3 cm. Très bien. H, c'est la hauteur, c'est SO, qui est égal à 6 cm. Et on peut calculer le volume. SABCD, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 2 fois 6 sur 3. On peut simplifier 3 par 3, ça va me rester 6 fois 3, c'est 18. 18 cm3. Donc le volume de la grande pyramide est égal à 18 cm3. Voilà, assez pas mal. Deuxième question. Montrer que SE sur SA est égal à 2 sur 3. SE sur SA est égal à 2 sur 3. Comment on va le trouver ça? On va utiliser le théorème de Thalès, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un rapport d'un côté sur un autre côté. Et je vois qu'ils utilisent SE sur SA, qui est égal à 2 sur 3. Mais j'ai pas de valeur pour SE ni pour SA. Par contre, j'ai SP, parce qu'ils ont donné SP est égal à 4 cm. Ils m'ont donné SO est égal à 6 cm. Et SP sur SO, c'est 4 sur 6. Et 4 sur 6, c'est 2 sur 3. Donc c'est déjà, on voit la réponse quelque part ici. Il faut juste trouver le lien entre SE sur SA qui est égal à SP sur SO, qui est égal à EP sur AD. C'est le théorème de Thalès. Et pour avoir ces éléments, il faut montrer que E et P d'accord. On a les deux plans qui sont parallèles. La droite EP appartient au premier plan. La droite AO appartient au second plan. Les deux plans sont parallèles. Donc les deux droites sont parallèles. Et elles se coupent avec la hauteur SO. Donc dans le triangle SAO, SE sur SA est égal à SP sur SO est égal à EP sur AO. D'accord? On va écrire tout ça. Ah, c'est pas mal pour cette question. Donc 2, montrant
que SE sur SA est égal à 2 sur 3. Et rappelez-vous, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours le théorème de Thalès nous permettra de récupérer le coefficient de réduction. Parce qu'en quelque sorte, là, on est en train de déterminer un coefficient de réduction. Parce que SE, c'est le petit côté de la petite pyramide. Et SA, c'est le grand côté de la grande pyramide. Et le rapport de SE sur SA, ça va me permettre de calculer le coefficient de réduction. Donc, en quelque sorte, là, le théorème de Thalès va toujours nous permettre de déterminer ce coefficient de réduction ou d'agrandissement. Ça dépend de la règle que vous avez. Donc, montrant que SE sur SA est égal à 2 sur 3, on considère le triangle SOA. On considère le triangle SOA. Il est comment? Dans le triangle SOA, les points P et E définissent une droite EP parallèle à la droite AD et E appartient au segment SA et le point P appartient au segment SO, pardon. SO. D'accord? Donc la droite EP est parallèle à la droite AO, et P appartient à SO, et E appartient à SA. Il faut dire ça. D'accord? Car le plan, ils le disent, hein, ils l'ont dit dans l'énoncé, car le plan ABCD est parallèle au plan EFG. Et la droite EP est inclus dans le plan EFG et la droite AO, c'est O ici. La droite AO est inclus dans le plan ABCD. Donc, selon le théorème de Thalès direct, on a SE sur SP, SE sur SA, pardon, est égal, donc SE sur SA est égal SP sur SO est égal EP sur AO. EP sur AO. Or, SP sur SO est égal à combien? SP c'est 4 et SO c'est 6 cm. Est égal à 2 sur 3. Donc, SE sur SA est égal à 2 sur 3. On va poser ça cette année. On va poser le théorème de Thalès. À Casablanca, ils vont déposer, ils vont utiliser le théorème de Thalès. Ça, c'est sûr et certain. C'est très important, le théorème de Thalès. On continue. Montrer que EP est égal à racine de 2. Troisième question. Montrant que EP est égal à la racine de 2. On va chercher notre EP. Ici E, ici P. On a SP qui est égal à 4 cm. SE déterminé EP. Ouais. On a
ABCD, c'est un rectangle. Donc, on peut calculer AC par la relation, le théorème de Pythagore, car les deux côtés sont égaux. Et on peut tirer donc la distance AC. Et AO, c'est la moitié. Et puisque SE sur SA est égal à SP sur SO, est égal à EP sur AO. Donc EP sur AO qui est égal à 3 sur 2. Et on a AO et on peut tirer EP. Vous avez vu comment on va faire? On a, selon le théorème de Thalès qu'on a écrit tout à l'heure, c'est ça. On a EP sur AO est égal à 2 sur 3. Ça, on l'a montré. Parce que ici, SP sur SO est égal à 2 sur 3. Donc, SE sur SA est égal à SP sur SO est égal à EP sur AO. Donc, ça, cette fraction va être égale à 2 sur 3. Cette fraction va être égale à 2 sur 3. Parce que cette fraction est égale à 2 sur 3. Ça, c'est clair. EP, c'est ce qu'on cherche. Donc, EP est égal à 2 sur 3 fois AO. Déterminant AO. C'est ça. On a O et milieu du segment AC. Donc, qu'est-ce que je peux dire de AO? Donc, AO est égal à 1 demi AC. C'est la moitié. Donc, la moitié de AC, ça va me donner AO. Est-ce que j'ai AC? Non. Ben, il va falloir déterminer. Déterminant AC. Comment je vais déterminer AC? C'est simple. On a A, B, C, D est un carré. Donc, A, B, C est un triangle rectangle. D'accord? ABC est un triangle rectangle parce que ABCD est un carré. Et puisque ABC est un triangle rectangle, selon le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Parce qu'il est rectangle quoi? Rectangle en B. AB est égal à BC. Parce que c'est un carré. AB est égal à BC. Car un carré. Donc AB au carré, 2 fois AB au carré est égal à AC au carré. Donc AC, c'est rien que racine de 2AB au carré. D'accord? On vient de déterminer AC. On va la remplacer ici. Donc AO est égal. Donc AO est égal 1 demi AC qui est égal racine de 2 AB au carré. Et EP est égal à 2 sur 3 AO. Et EP est égal à 2 sur 3 EP. Et 2 sur 3 AO. Et AO c'est ça. Donc EP est égal à 2 sur 3 fois 1 sur 2 racine de 2 AB au carré. Donc EP est égal 1 sur 3 racine de 2 fois AB au carré. AB c'est combien? AB on a dit que c'est 3 cm. 3 à la puissance 2. Et c'est quoi? Donc racine de 3. Je fais sortir le 3 sur 3. Racine de 2 est égal à racine de 2. Donc EP effectivement est égal à racine de 2. D'accord? Ah, c'est pas mal cette question pour des élèves de 3e année collège. 4e question. La pyramide SEFGH est la réduction de la pyramide SABCD.
ça c'est clair. Déterminer le rapport de réduction K. Et bien là, on va le récupérer de ce qu'on a vu tout à l'heure. Déterminant le rapport de réduction K. D'après la question 2, on a SE sur SA est égal à 2 sur 3. Ça, on l'a vu. Or, SE, c'est quoi SE? C'est un des côtés de la pyramide. SE est l'un des côtés de la pyramide. L'un de la pyramide S, E, F, G, H. Et SA est l'un des côtés de la pyramide. Quelle pyramide? De la pyramide S, A, B, C, D. D'accord? L'un des côtés. Donc, on a SE qui est égal à 2 sur 3 SA. Donc, le petit côté de la petite pyramide est égal à quelque chose fois le grand côté de la grande pyramide. Vous avez vu? Et ça, c'est le coefficient de réduction porté à la puissance 1. Et pour les aires, c'est porté à la puissance 2. Et pour les volumes, c'est porté à la puissance 3. D'accord? Donc, on conclut que le coefficient de réduction est 2 sur 3. D'accord? Parce que SE, ça fait partie de la première pyramide, la petite pyramide, et ça fait partie de la grande pyramide. On a tiré une expression qui dit le petit côté est égal à quelque chose fois le grand côté. Et ce coefficient, c'est rien que le coefficient de réduction. Donc K est égal à 2 sur 3. Voilà, votre coefficient de réduction. En déduire V', le volume de la petite pyramide. Petite p, déduisant le volume V' de la petite pyramide. V' n'est rien que K à la puissance 3, parce qu'on parle des volumes, fois le volume qu'on a calculé tout à l'heure, de la grande pyramide, est égal à 2 sur 3 à la puissance 3, fois le volume de la grande pyramide qu'on a trouvé, c'était 18 cm3. Donc V' est égal à quoi? 2 à la puissance 3, ça fait 2 à la puissance 3, 18, c'est 3 fois 2 sur 3 à la puissance 2 fois 3. Ça me reste combien? 2 à la puissance 4 sur 3. Et ça, c'est combien? Alors, calculatrice, c'est 16 sur 3. Et 16 sur 3, ce n'est que 5,33 cm3. Voilà le volume de la petite pyramide. Et pas d'autres questions, je pense? Non. Ben voilà, c'était la correction de l'examen de l'Ayoun Saqi al-Hamra. Et ben c'était chaud pour les gens de l'Ayoun, avec le climat qu'ils ont chez eux. Chaque exercice contient une question chaude qu'il va falloir vraiment être vraiment calé en maths et de travailler les examens.
Parce que plus vous travaillez des examens, plus vous allez avoir la main de résoudre ou de répondre à des questions qui utilisent des tournures ou voilà, donc des astuces qu'il va falloir trouver et s'entraîner dessus pour avoir la main sur ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien assimilé la réponse. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre sur le commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine dans un 12e examen, une correction d'un 12e examen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.